Nous repartons un peu dans le temps, en arrière. 13e siècle. Voilà, XIIIe siècle. Et donc nous écoutons Olivier Noulot, professeur agrégé. Oui, vous voulez changer de place ou voilà. Donc il va nous parler de Saint Guillaume, donc un autre Guillaume, mais on imagine de facture un peu différente, avec le thème de la jovialité de Saint Guillaume, hagiographie épiscopale berruyère et exaltation du patriarcat d'Aquitaine. Si vous ne me comptez pas je vais répondre à l'histoire de la sainteté épiscopale et du lien que M. Jourdeuil a rappelé entre Philippe Berruyer et Saint-Guillaume. Effectivement, on lit partout que Philippe Berruyer est le neveu de Saint-Guillaume. Pas du tout, c'est une confusion. Et surtout, ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est tout à fait une confusion qui vient. Premièrement, ils ont été tous les deux archevêques de Bourges. Philippe Berruyer est mort un 9 janvier, Saint-Guillaume un 10 janvier. Philippe Berruyer a été, avant d'être archevêque de Bourges, il a été évêque d'Orléans, transféré à Bourges en 1235. Et il a succédé à Philippe de Jouy comme évêque d'Orléans, qui lui était un neveu de Saint-Guillaume. Par contre, ce qui est très intéressant, puis ça peut servir d'entrée pour ma conférence, c'est que je vais vous parler d'hagiographie. Et dans la géographie, et en particulier la géographie dont je vais parler, c'est-à-dire la géographie épiscopale, les topos, les lieux communs sont importants. Comme l'avait déjà dit André Vaucher, appartenir à une Beata Stirps, c'est vraiment une famille sainte, c'est un lieu commun, et c'est ce lieu commun qui a fait croire que Philippe Berruyer était un neveu, ce qu'il n'était pas. Il appartenait à une famille de Tours, de la région de Tours, etc. Voilà. C'est simplement ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas de lien, malgré tout ce qu'on peut lire par ailleurs, il n'y a pas de lien familial entre Saint-Guillaume du Donjon, qui était originaire de l'Île-de-France, et Philippe Berruyer, qui était un Tourangeau. Voilà. Bon. Alors je vais revenir sur ce problème de la sainteté épiscopale, qui est un phénomène tout à fait essentiel, il me semble, à Bourges au XIIIe siècle. Donc Saint-Guillaume, et je ne parlerai pas de Philippe Berruyer, même si j'ai commencé des travaux sur cet archevêque. Alors Saint-Guillaume, je vais commencer par citer un extrait de la Chronica de Villers, qui est une abbaye cistercienne, et que je vais lire, et qui va poser le problème. Un jour qu'il, Gauthier d'Utrecht, 10e abbé de Villers, était assis à la table de Saint-Guillaume, évêque de Bourges, auparavant abbé de Chaali. Il goûtait avec hésitation un peu de la nourriture qui lui était servie, car il n'était pas habitué à manger des mets délicats. Comme l'évêque s'en était aperçu, il l'exhorta en disant « Abbé, tu ne veux pas manger de ces mets. Quant à moi, je m'en restaure. Mais moi, je serai canonisé, et on célébrera ma fête. » Et nous voyons que ce qu'il avait prédit est arrivé. Alors, ce passage qui nous est transmis par les morisques a été un passage qui a été repris par Louis Raynal, le grand historien du Berry, qui disait que Saint Guillaume était un saint, certes, mais qu'il n'était pas ennemi de la bonne chère, et que sa canonisation, on la devait surtout à ses liens avec les Courtenay. Je n'y reviens pas, j'ai fait un travail là-dessus, et en particulier, sur le moment en particulier, la lutte contre l'hérésie. Cathare, enfin, ce qu'on appelle cathare et qu'on aurait pu appeler cathare, mais enfin bon, je ne rentre pas dans cette polémique. Et automatiquement, enfin rapidement, le vicaire général du diocèse de Bourges de l'époque, du cardinal Dupont, l'abbé Caillot, s'offusque d'une façon importante en disant que c'est pas possible, que les cisterciens de Villers disent n'importe quoi. Donc là, le scandale se développe, il se généralise, y compris chez les cisterciens, parce que pour les cisterciens, Saint-Guillaume est un des premiers, enfin après Saint-Bernard, saints canonisés. Et au début du XXe siècle, un historien de l'abbaye de Marienstadt en Allemagne
essaie de trouver une solution à ce problème. En tout cas, je pense que pendant tout le XXe siècle, la plupart de ceux qui se sont intéressés à la sainteté en Berry, eh bien, ont été un peu gênés par cette citation, et ça a mis un petit peu, si vous voulez, la postérité de la sainteté de Saint-Guillaume un petit peu à part. Alors je voudrais revenir, et c'est l'objet de la communication, sur cela, et on va aller directement, c'est l'objet de ma communication, c'est de comprendre d'où vient cette traduction que je vous ai lue, et surtout, eh bien, on va aller dans l'écriture même des différentes vies de Saint-Guillaume. Alors vous me poserez la question, parce que là je ne vais pas développer, à ce jour, je réponds malgré tout un petit peu, il y a 3 vités de Saint-Guillaume. Il y a la Vita Prima, la Vita Seconda et la Vita Tertia. La Vita Prima a été seulement éditée en 1884 par les bollandistes. La Vita Seconda n'a pas été encore éditée. Elle est à Orléans. Enfin, à Orléans et au Vatican, il y en a 2 manuscrits. Et la Vita Tertia, elle, a été éditée par Philippe Labbé au XVIIe siècle. Je vais parler beaucoup de la Vita Prima parce que j'ai proposé, et vous pourrez me poser les questions, eh bien, j'ai proposé un auteur, et heureusement que les communications précédentes ont expliqué ce qu'était un écolâtre et un chancelier. Je pourrais vous expliquer comment si vous me posez la question, mais ce n'est pas l'objet de la communication. Je propose maître Pierre Petit, qui est chanoine et chancelier, comme rédacteur de cette Vita Prima dont je vais beaucoup parler. Mais au préalable, voyons un petit peu rapidement la source, d'où est tirée cette jovialité tonitruante et vantarde qui va gêner Saint-Guillaume, si j'ose dire, au XIXe, au XXe siècle. Au XIIIe siècle, l'abbaye de Villers, alors voilà, c'est parfait. Voilà, je vous ai mis des photos de l'abbaye de Villers, les ruines, c'est un très bel endroit. Au XIIIe siècle, l'abbaye de Villers, située près de Nivelles, dans le Brabant-Wallon, connaît une période notable d'expansion, illustrée par la construction de splendides bâtiments monastiques et la promotion de ses abbés aux charges prestigieuses d'abbé de Clairvaux, de Cîteaux, et un est même devenu cardinal légat. Les moines villersois sont aussi chargés d'encadrer, c'est important je pense pour la suite, les débuts du mouvement des béguines du diocèse de Liège. La Chronica de Villers a été étudiée avec soin par Sébastien Noël. Alors j'ai travaillé pour voir si je pouvais trouver des éléments. Et cet historien, dont j'ai lu la traduction d'ailleurs de le petit passage que je vous ai lu, cet historien a montré que ce texte avait été rédigé après 1269 par un premier auteur dont le récit couvre les années 1146 et 1283. La narration en exalte l'histoire et devient hagiographique quand elle présente les différents abbés qui se succèdent. Sébastien Noël présente aussi les différents matériaux qui ont servi à la compilation de la Chronica. Leur lecture exhaustive, j'ai tout lu, ne m'a pas permis de retrouver la provenance du passage que je vous ai lu sur la jovialité de Saint-Guillaume. Comme pour les cisterciens, la sainteté de l'ancien abbé de Chailly, Saint-Guillaume, le nôtre, était une fierté pour l'ordre en entier et ne posait pas de problème. Sa mention avait pour fonction de mettre en évidence les vertus héroïques de l'abbé Gauthier d'Utrecht, dont on racontait l'histoire. Pour Thomas Coumans, qui est un historien d'art et qui a fait sa thèse d'histoire des arts sur les bâtiments qui sont derrière vous, l'abside de l'abbatiale de Chailly aurait servi de modèle à celle de Villers, ce qui prouve a posteriori l'admiration de la communauté villersoise pour l'abbaye française. En conséquence, l'origine de l'anecdote qui nous intéresse ne peut venir que de Bourges, ou des chanoines de Saint-Étienne, rédacteurs des Vités, relayés ensuite par les cisterciens. Donc nous revenons à Bourges. Celui que j'ai proposé comme auteur de la Vita Prima, maître Pierre Petit, écolâtre et chancelier, comme tout hagiographe, devait relier son héros à un ou plusieurs modèles authentifiés et reconnus par la tradition et l'institution ecclésiale.
Au Moyen-Âge, le présent est moins grand que le passé et la géographe doit, plus qu'un autre, se référer à des topos, des lieux communs et des modèles anciens reconnus et respectés unanimement et qui légitiment le saint dont on écrit la vita. Celle-ci doit d'abord servir à l'édification spirituelle d'une communauté. Cette vision entraîne nécessairement une très forte intertextualité entre les récits hagiographiques. En plus de la mémoire du modèle martinien qui est présent dans la Vita Prima et de ceux de la sainteté épiscopale locale, Sulpice, Outry, Raoul Rodolphe, pour Saint Guillaume, maître Pierre Petit, et c'est ma thèse principale depuis 10 ans que je travaille sur ce texte, a combiné surtout les modèles hagiographiques de Thomas Becket et celui de Saint Guillaume, Guillem de Gélone. Et c'est de ça dont je vais parler. Bon, je reprends un petit peu rapidement sur Thomas Becket. J'ai écrit un article là-dessus, vous pourrez le lire par ailleurs. Le culte de Thomas Becket était très populaire en France. La guérison du jeune Philippe Auguste lui est attribuée après le pèlerinage que son père, le roi Louis VII, a fait à Cantorbéry. La géographe Berruyer, pour relater les débuts difficiles du pontificat de l'archevêque de Bourges, Saint-Guillaume, son opposition au roi Philippe Auguste, qualifié de satrape par la géographe, suite à l'interdit provoqué par le divorce royal, la géographe réutilise les formules grégoriennes qui auraient pu être écrites par Jean de Salisbury, qui est le biographe de Thomas Becket. La géographe d'une des vies de Thomas Becket. La mort du Saint Berruyer dans sa cathédrale en construction, ouverte à tous les vents, ce passage est très connu, apogée de ses vertus héroïques et révélant sa sainteté, fait penser un peu à la mort de Thomas Becket, dans sa cathédrale. Mais Thomas est mort en martyr de la Libertas Ecclesiae, Guillaume en confesseur de la foi, porté par son zèle pastoral pour le peuple dont il est le pasteur. Les deux saints s'étaient rencontrés sûrement à Pontigny, Guillaume du Donjon y étant prieur claustral pendant l'abbatiat de Guérin de Gallardon, qui est le prédécesseur de Henri de Sully comme archevêque de Bourges de 1174 à 1180, et qui était l'hôte de Thomas Becket en exil à Pontigny. Mais, et la différence est essentielle, Guillaume a toujours, et je n'ai pas le temps de développer ici, été proche de son roi, de Philippe Auguste, ce qui lui a valu, et je l'ai écrit par ailleurs, une certaine méfiance d'Innocent III, le pape de l'époque. Maître Pierre Petit avait donc besoin d'un autre modèle de sainteté en contrepoint à celui de Thomas Becket, et son choix s'est porté sur Saint Guillaume, Guillem de Gélone. Alors pourquoi ? Alors comment je fais pour... Ah oui, là, tout simplement. Voilà. Alors, première idée essentielle que vous devez retenir, c'est qu'il existe à Bourges, et c'est étonnant, une mémoire guilhelmide. Guilhelmide, c'est le nom de la famille des descendants de Guillaume, Saint-Guilhem le Désert. Je parle de ce saint qui a fondé Saint-Guilhem le Désert, qui est très célèbre. Et n'oubliez pas qu'un de ses descendants, Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, monsieur Dominique Yonapra le connaît très bien, a fondé à Bourges l'abbaye de Cluny. Donc il y a une mémoire guilhelmide à Bourges. Alors, je montre quelques photos du lieu qu'on ne peut pas voir. La cathédrale a plein d'annexes. Et là, je viens de vous montrer 3 photos qui m'ont été données par les services de l'UDAP du Cher, qui présentent le lieu où était conservé, au-dessus de la sacristie de l'archevêque actuel, où étaient conservés donc tous les livres de la bibliothèque du chapitre, d'une part, et d'autre part, toutes les chartes qui sont maintenant aux archives départementales du Cher. Voilà. À Bourges, donc Caput Aquitanier, une mémoire guilhelmide est conservée précieusement à la cathédrale. Au XVIIIe siècle, c'est comme ça que j'ai découvert la chose, Edmond Marten et Ursin Durand, deux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, découvrent dans la bibliothèque du chapitre, dans ce lieu que je vous montre, ils découvrent donc un manuscrit de la vie de Saint Guillaume, duc de Gélone. Alors quand j'ai vu ça, c'était en 2016, j'ai été voir ce qu'était devenu ce manuscrit. Ce manuscrit du XIIe siècle, contenant par ailleurs surtout des œuvres d'Isidore de Séville,
je vous montre le manuscrit. Le voilà, il est conservé maintenant, comme la plupart des livres qui étaient dans la cathédrale, dans le lieu que je vous ai montré, sont à la bibliothèque patrimoniale des 4 piliers. Vous pouvez remarquer le SE, Saint-Étienne. Certains de ces livres sont enchaînés, ce n'est pas le cas de celui-là. Donc le voici, c'est une photo de... Ah, j'ai été trop vite. Et là, voilà ouvert la vie de Saint Guillaume de Gélone. C'est un des 6 manuscrits qui existent encore et qui permet de connaître la vie de Saint Guillaume de Gélone. Voilà ce manuscrit. Alors ce manuscrit date du début du XIIe siècle. En effet, juste avant, il y a une liste des papes qui s'arrête à Pascal II. Donc on peut le dater aisément. Voilà ce manuscrit. Alors vous pourriez me dire, oui, ce manuscrit est venu après, etc., etc. Eh bien non. Voilà le document, et je vais répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur l'Hôtel-Dieu. Voilà, c'est un document essentiel qui est connu par les érudits berruyers, depuis le 19e siècle. Et vraiment, ce document a posé problème. Et j'ai une petite pensée à M. Ribot, parce qu'on en avait parlé ensemble. Et alors, ce document est une charte de 1198, c'est un chirographe, de Henri de Sully, donc le prédécesseur de Saint-Guillaume, une donation à la maison de Saint-Guillaume. La maison de Saint-Guillaume, comme ça a été dit par M. Toiti tout à l'heure, c'est l'Hôtel-Dieu qui était derrière la cathédrale. L'Hôtel-Dieu Saint-Guillaume. Donc la donation est importante, c'est une charte authentique, et le problème est le suivant. C'est que ce document parle de l'Hôtel-Dieu Saint-Guillaume avant Saint-Guillaume. Voilà. Et ça, depuis le 19e siècle, les érudits locaux n'arrivaient pas à résoudre le problème. Eh bien, c'est pas le même Guillaume. Et voilà. Alors, j'en profite rapidement, puisqu'on parlait de l'Hôtel-Dieu. Ça, c'est grâce à monsieur qui est décédé, monsieur... Voilà, Philippe Bardelot, qui m'avait emmené, parce que la cathédrale de Bourges a plein d'annexes. Et on aperçoit ce bâtiment, et je pense que ce bâtiment est sans doute un des restes, il n'est pas protégé, de cet ancien Hôtel-Dieu. Alors, la photo n'est pas extraordinaire. Voilà, des éléments, regardez, vous les voyez bien. Donc, c'est pour ça que je voulais, car vous allez voir, cet Hôtel-Dieu va jouer un rôle important dans la géographie de tout à l'heure. Donc, voilà les restes de ce bâtiment. Bien, cette vie de Saint-Guillaume, il faut retenir que cette vita conservée par 6 manuscrits, écrite par un moine de Gélone à la fin du XIe siècle, le Guillaume historique, ça il faut bien écouter, c'est un peu compliqué, le Guillaume historique, celui qui a fondé l'abbaye, porte enseigne de Louis le Pieux, on est au IXe siècle, fondateur de l'abbaye, et le héros épique Guillaume d'Orange, le cycle de Guillaume d'Orange, dans la vie qui est à Bourges, qui est aussi à Montpellier, la géographe mélange déjà le personnage, le saint, le personnage historique, le saint et le personnage historique. C'est important pour la suite. Voilà, je tourne puisque ça j'ai déjà fait. Voilà. J'arrive. Cet Hôtel-Dieu, comment expliquer ? Eh bien, l'explication, me semble, avec la vie de Saint-Guillaume, c'est qu'il y avait un intérêt à Bourges, une mémoire autour de cette famille. Et maintenant, je vais m'intéresser à l'analyse interne de la vie de Saint-Guillaume. Je répondrai à la question « Pourquoi cette mémoire ?» ultérieurement. Maître Pierre Petit, comme l'auteur de la Vita Seconda, donc la deuxième vie de Saint-Guillaume, insiste sur le caractère joyeux, convivial, bonhomme du prélat. Donc dans la version écrite, vous aurez toutes les mentions. C'est vraiment quelque chose qui revient avec récurrence dans le modèle de vie qui nous est proposé. Et je vais insister maintenant sur 2 miracles
que je vais vous raconter. Le premier raconte un des 3 miracles de saint Guillaume durant sa vie. Après la dédicace d'une église, sans doute celle de Montfaucon-Villequier, avec les clercs et les personnes présentes, dans un pré, le futur archevêque de Bourges partage avec plaisir un repas roboratif pour se remettre de sa fatigue. Une voisine du pré, une certaine Imberge, se joint aux convives et demande l'aide de l'archevêque pour guérir son infertilité. Celui-ci l'accueille avec bienveillance, reçoit sa confession, elle fait pénitence, et l'hagiographe nous apprend que la femme devient féconde par la suite. L'archevêque, l'ancien moine, le futur saint, n'est pas un misogyne et accueille simplement cette femme, l'écoute et la guérit. On retrouve dans la géographie médiévale plusieurs saints craignant le commerce des femmes. Ce n'est pas le cas de saint Guillaume. Il nous est présenté comme soucieux du salut des femmes. Étienne de Gallardon, chanoine de Bourges, vraiment personnage très important, rédacteur du premier cartulaire de Saint-Étienne, nous apprend qu'en 1232, il s'est rendu en Normandie pour aller chercher une somme importante pour l'obit, vous savez ce que c'est maintenant, de la Specialis Amica, Amiatim, de Saint-Guillaume, Alix, abbesse de Montivilliers. Le deuxième passage, alors il est très célèbre, car il a été utilisé par Robert Branner pour servir à l'histoire du chantier de la cathédrale. Le problème, alors c'est un miracle post-mortem, c'est le numéro 56 de l'édition des Bollandistes. Le problème est que Branner n'a pas du tout compris le texte et qu'il a commis un véritable contresens à son sujet. C'est pourquoi, dans la version écrite, j'ai fait faire par une collègue agrégée de lettres classiques la traduction du miracle, parce que le miracle est très important, donc vous l'aurez. Moi, pendant très longtemps, je lisais je dis, mais c'est pas possible. J'avais lu le texte en latin, mais je me plaçais sous l'autorité de Branner, et en fin de compte, c'est n'importe quoi. Or, c'est important pour le chantier de la cathédrale. Cette traduction a été faite. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Un hydropique, très atteint par son mal et à l'article de la mort, est mené près du tombeau. On parle du premier tombeau qui se trouvait dans l'église basse, là où sont entourés les archevêques aujourd'hui. Vous pourrez me poser des questions là-dessus, je pourrais expliquer plus. L'odeur insoutenable du malade, ces gémissements gênant les pèlerins et les offices. Ça voulait donc dire qu'à ce moment-là, les chanoines, le chœur des chanoines a été un moment dans l'église basse. Et ça vient confirmer une hypothèse de M. Eppo, dans son livre. Donc l'odeur insoutenable, tout ça, ça gêne les chanoines. Les gémissements, tout ça, poussent les chanoines à transporter le malade à l'Hôtel-Dieu, que je vous ai montré derrière la cathédrale, tout en laissant brûler près du saint un cierge à la mesure du souffrant. La nuit, dans la maison des pauvres, c'est comme ça que le saint, revêtu d'habits pontificaux, lui apparaît et le guérit. L'intention de la géographe qui place ce miracle au centre de sa vita est de montrer une sorte de passage de relais, une communion des saints entre les deux Saint-Guillaume, celui de Gélone et celui de Bourges. Mais on peut comprendre ça que quand on a fait la recherche que j'ai faite. Pour l'historienne italienne, j'insiste sur ce passage, Alessandra Foscati, la géographe, elle commente ce passage, fait preuve de connaissances médicales remarquables. Donc le chanoine était sans doute un médecin, il était savant. Par ailleurs, il a des connaissances musicales importantes. Pour Jean-Louis Benoît, qui est spécialiste de Saint-Edme de Pontigny, un archevêque de Canterbury qui lui aussi est venu à Pontigny. Décidément. Ancien archevêque de Canterbury, réfugié à Pontigny, reprend ce passage et nous dit que ce passage a été copié par la géographe qui a écrit la vie de Saint-Edme. Comme une grande partie, la vie de Saint-Edme de Pontigny, eh bien, elle reprend beaucoup d'éléments qui sont dans la vie de Saint-Guillaume de Bourges. Voilà. Si mon hypothèse concernant Saint-Guillaume de Gélone et son influence sur la géographe est juste, d'où vient alors l'anecdote villersoise ?
parce que l'anecdote villersoise, elle était plus... On ne parle pas simplement d'hommes joyeux, etc. Une réponse est possible et vient renforcer l'hypothèse de départ. Tout à l'heure, monsieur Délivré, il y a une bonne... a présenté Benoît Vernier, donc historien moine de Saint-Sulpice de Bourges, qui est l'auteur du Patriarchium Bituricense. C'est une source fondamentale qui raconte l'histoire des archevêques de Bourges au début du XVIe siècle. Elle a été éditée au XVIIe siècle par le jésuite Philippe Labbé. On a à la bibliothèque de Bourges l'original de ce manuscrit tout à fait exceptionnel qui provient, lui, de la bibliothèque des archevêques. Dans la notice consacrée à Saint Guillaume, le bénédictin rapporte le miracle de la place Gordène, s'appuyant sur les seuls, et là vous m'écoutez bien, je cite, c'est une traduction du latin, « magnifiques bas-reliefs décorant le tombeau du saint ». Donc, il parle des bas-reliefs de la châsse de Saint Guillaume qui était derrière le maître-autel de la cathédrale. Mais, s'en étonne le religieux, ces scènes n'ont aucun rapport avec ce qu'il a lu des vies de Saint Guillaume. Il est très étonné. Et qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, on a la chance, parce qu'on n'a plus la chasse qui a été détruite par les protestants, mais au XVIe siècle, eh bien, on a reconstruit le portail Saint-Guillaume, voilà la photo, et sur le tympan du portail Saint-Guillaume, regardez là-haut, oh mince, excusez-moi, je ne suis pas très doué, comment on fait pour grand... Tout le monde voit, bon, c'est bon. Sur le registre supérieur, vous avez une lutte avec le diable, une lutte vraiment très importante, et Saint-Guillaume, et l'homme qui est fou, eh bien, il est guéri. Et ce miracle aurait eu lieu place Gordène. Dans les 3 vies de Saint-Guillaume, on n'en parle pas. Mais le tympan qui reprend la châsse nous montre qu'il y avait une tradition, sans doute orale, qui parlait de miracles totalement autonomes. Je pense que certains, ici, voient où je veux arriver. Eh bien, cet élément très populaire avec le diable représenté en grelot, cette bataille, ce récit, il nous fait penser à quoi ? Eh bien, il nous fait penser à un passage du moniage de Guillaume. Cette fois-ci, je reviens à l'autre Guillaume, Guillaume de Gélone, appartenant au cycle de Guillaume d'Orange. Dans cette œuvre satirique et parodique, le saint devenu veuf devient moine à l'abbaye d'Aniane, bénédictin, il demeure mangeur et cogneur. Je reprends les 2 termes de Dominique Yonacra dans le colloque auquel il a participé à Toulouse, le Mirail sur les Guilhelmides et Saint-Guillaume. Donc, mangeur et cogneur, c'est tout à fait ça. Ce qui le rend hostile aux moines et le pousse à devenir ermite à Gélone. En s'appuyant sur les témoignages du religieux de Saint-Sulpice de Bourges, on peut penser qu'au XIIIe siècle, les chanoines de la cathédrale présentaient aux berruyers, dans leurs prédications, un Saint Guillaume de Bourges qui empruntait beaucoup au Saint Guillaume du Moniage. Charles de Miramont, autre historien, pense que ces récits de moniage reflètent une critique antimonastique portée par des clercs de cour ou d'école. Alors je pense que l'on peut suivre cet auteur pour la Vita Prima. Maître Pierre Petit, sorti des écoles, présente un Saint-Guillaume dont il occulte, et ça m'avait toujours marqué, il occulte dans sa vie, il occulte en partie l'état monastique, et dont le corps, et ça c'est la chose la plus importante, va rester à Bourges dans la cathédrale au prix d'une lutte féroce et d'une union des chanoines et des berruyers malgré, voire contre, les moines de Chaali et le testament de l'archevêque qui souhaitait reposer dans son ancienne abbaye. Tout ça, ça nous est raconté dans ce texte fabuleux qu'est la Vita Prima. L'hagiographe relate avec force en latin cette commotion urbaine, tel un moment de violence et de sacré, je prends des termes très girardiens, où les moines boucs émissaires, les moines de Chaali qui étaient venus chercher sont sauvés du lynchage général, j'ai presque fini, général, que par le miracle de la boule de feu, que bien connue, brillante,
telle une étoile au-dessus de Saint-Étienne. Cette union mémoriale, fondatrice des Berruyers, clercs et peuple, cette appropriation des reliques de Saint-Guillaume par la communauté urbaine précède de peu l'organisation d'une première municipalité de la ville sous la double autorité de l'archevêque Gérard de Craux et du roi. Aussi plus qu'une simple opposition entre clercs, ce moment fondateur pour la cité avait besoin, je pense, d'un modèle hagiographique nouveau et populaire. Une autre explication peut venir expliquer cette relative démonachisation, c'est un néologisme ou nologisme, si vous préférez, du Saint-Berruyer, les chartes de Saint-Guillaume. Alors j'en ai fait le catalogue, il y en a 161. J'avais fait ça sous l'autorité de Robert Fossier. Oui, c'est très important pour 9 ans. Oui. Et puis beaucoup de sceaux, oui, 161. Les chartes de Saint-Guillaume révèlent un homme dont l'ascèse est modérée. Dans une de ses dernières donations, presque un testament aux moines de Pontigny, il leur cède une vigne à Saint-Bril-Vineux pour qu'ils en boivent le vin en communauté le jour de l'anniversaire de sa mort. C'est beau. Dans ces temps marqués par la lutte contre l'hérésie, comprise par les clercs comme un néo-manichéisme, le rapport à la création, au monde, aux rites et aux pratiques religieuses et éthiques sont renouvelés par une réflexion approfondie sur l'incarnation. Entraînant une nouvelle ascèse monastique et de nouvelles dévotions, Saint-Guillaume, à l'instar de son ordre d'origine, est un témoin de ces évolutions majeures. L'hagiographe les saisit et nous les rend avec cette construction hagiographique originale et particulière. J'ai envie de dire que l'hagiographe nous présente le modèle d'une jovialité évangélique. Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi l'intérêt de cette mémoire ? La référence à Saint-Guillaume de Gélone, à la mémoire des Guilhelmines, ses descendants, permet d'exalter le patriarcat d'Aquitaine. Alors maintenant, grâce à monsieur Fabrice Délivré, vous savez tout. Alors, cette carte est pratique, parce que je pense que dans les sources berruyères, c'est vraiment dans les sources, quand on est historien, à Bourges, on croule sous cet élément, c'est très important dans les sources du XIIIe siècle. Et je trouve que vous avez le diocèse de Bourges, la primatie, dont le plus vieux texte, c'est Pascal II, début du XIe siècle, primatie, l'archevêque est primat sur Bordeaux et aussi Auch. D'ailleurs, le premier texte parle de Auch. Et comme l'a expliqué, là vous avez les diocèses qui dépendent de Bourges, et Narbonne, comme l'a bien expliqué Félix, c'est l'interpolation d'une lettre, info quoi, enfin pas totalement, mais bon, fait au début du XIIe siècle. Ça, monsieur Délivré l'explique très bien dans les cahiers de Fangeau. Ça a été fait sans doute par l'archevêque Léger, archevêque de Bourges. On fait un faux pour donner autorité, et ainsi, je pense qu'il faut distinguer la primatie, c'est Bourges, enfin c'est Bourges sur Bordeaux et Auch, et le patriarcat, vous rajoutez en plus, vous rajoutez Narbonne. Or, ce qu'il faut bien savoir, donc je ne reviens pas là-dessus, ce qu'il faut bien que vous compreniez, il me semble, c'est que le patriarcat a un intérêt politique pour le roi. Ça, c'est essentiel. Dans Philippe Auguste, lorsque l'archevêque de Bordeaux ne veut plus obéir, on a l'original, le texte de Philippe Auguste, qui écrit à Innocent III pour lui dire « En France, seul l'archevêque de Bourges est primat. Il faut le défendre. » Et d'ailleurs, je vais vous présenter un autre texte où on voit l'implication de Louis VIII sur ce pouvoir. Je suis trop long, là ? Non, c'est bon. Oui, un peu. Ah, bon, eh bien alors, je vais résumer vraiment les choses très rapidement. Ce qu'il faut dire, c'est que cette mémoire guilhelmide allait dans le sens des archevêques et des clercs pour pouvoir, légitimer, on va dire ça rapidement, légitimer le pouvoir
primatial des archevêques de Bourges. Alors, bon, vous lirez des choses plus importantes que j'ai écrites là-dessus, parce que je continue à analyser la Vita Prima et ces éléments. Bien. En tout cas, au terme de, de ma communication, je voudrais dire que ce texte essentiel de la Vita Prima, que j'ai essayé de vous donner les clés de sa lecture, un texte difficile qui n'est pas traduit, est un texte essentiel. C'est un texte essentiel, pourquoi ? Parce qu'il donne des éléments importants sur le chantier de la cathédrale. Je vous l'ai dit avec la référence à Monsieur Epault. Mais aussi, je le montrais ce matin à Monsieur Gallet, c'est dans un des miracles de Saint-Guillaume, donc au milieu des années 1210, qu'on a un miracle qui concerne un architecte de la cathédrale de Bourges dont on a un nom. Donc, ce texte est tout à fait important. Je laisserai à Monsieur Gallet, je lui ai montré le passage, puisqu'il a trouvé un deuxième architecte, enfin, je ne sais pas s'il vous en parlera. Donc, ce texte est un texte fondamental pour comprendre un petit peu ce que les clercs de Bourges avaient dans la tête, et aussi ces chanoines, le caractère très intellectuel, je pense, de ces chanoines, leur capacité intellectuelle tout à fait impressionnante, maître Pierre Petit, mais aussi Étienne de Gallardon, qui est l'auteur, le rédacteur du cartulaire de l'archevêché. Et puis, derrière, en même temps qu'on construit la cathédrale, eh bien, on construit aussi un édifice qui doit manifester l'éminence du siège de Bourges, qui est à la fois primatiale et patriarcale. Et la sainteté épiscopale de Saint-Guillaume et ensuite de Philippe Berruyer, qui est un archevêque tout à fait qui est resté beaucoup plus longtemps sur le siège de Bourges et dont l'implication est importante dans le chantier de la cathédrale, est tout à fait aussi remarquable, d'autant plus qu'on a le procès de canonisation, et ce procès de canonisation, je suis en train de le transcrire. Et donc la sainteté épiscopale, je termine, la sainteté épiscopale, à mon sens, pour comprendre les particularités du contexte berruyer, est essentielle pour bien comprendre cet édifice. Merci. Excusez-moi, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout expliqué. C'était tout à fait convaincant. Merci beaucoup pour cette enquête tout aussi passionnante et totalement convaincante, je vous le disais à l'instant.